La QVCT est-elle devenue une priorité pour les entreprises ? Est-ce qu'elle est compatible avec les performances de l'entreprise ? Et comment l'améliorer sans tomber dans les clichés du baby-foot ou du yoga ? Selon moi, derrière ce terme qui peut être considéré par certains comme étant galvaudé, se cachent des enjeux bien plus complexes. C'est un sujet qui intéresse près de la moitié des salariés, estiment que la QVCT se dégrade. Et ça, c'est une étude de l'Observatoire de la qualité de vie au travail qui a été faite en 2024. Encore aujourd'hui, les collaborateurs ne sont pas satisfaits de la qualité de vie et des conditions de travail qu'ils ont dans leur entreprise. Pour en discuter, je reçois Pascal Simon, chargé de mission à l'ARACT, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de vie au travail de l'Île-de-France. Bonjour Pascal. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Pour commencer, Pascal, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est l'ARACT et même l'ANACT d'ailleurs ? Oui, alors l'ARACT, c'est l'agence régionale en Île-de-France, mais il y a des agences régionales dans chacune des régions, de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est un établissement public administratif, dont le siège est situé à Lyon, et donc qui est sous tutelle du ministère du Travail, et qui a pour mission en fait d'améliorer, d'accompagner les entreprises dans l'amélioration des conditions de travail et du dialogue social aussi. Donc c'est très bien, vous allez nous raconter un petit peu concrètement ce que vous faites. Pour commencer, je voulais vous faire écouter nos auditeurs. Je pense que ça l'est en tout cas pour toutes les entreprises qui ont envie de garder leurs salariés. C'est beaucoup plus attirant pour nous, la nouvelle génération. C'est ce qu'on recherche le plus en ce moment. On va dire qu'ils disent que leur entreprise est bien, que c'est une famille, etc. Mais en fait, quand on y est, il n'y a pas du tout ça, quoi. Je pense que maintenant, c'est beaucoup plus écouté que ce que c'était il y a 40 ans. Et les conditions qu'ils avaient il y a 40 ans, nos parents ou arrière-grands-parents, je pense, n'ont rien à voir avec les conditions qu'on a maintenant. On est dans une génération où, pour le coup, les gens n'ont pas peur de changer de métier plusieurs fois dans leur vie et de quitter un emploi dans lequel ils se sentent pas bien. Donc je pense quand même que les entreprises en ont pris conscience et qu'aujourd'hui, elles essayent en tout cas d'agir dessus. Je sais qu'il y a vachement de problèmes, que ce soit socialement, avec les personnes. Il y a beaucoup d'hypocrisie, en fait, dans le monde du travail. Et ça, je pense que c'est un vrai problème. On va aller plus dans une entreprise, quitte à être moins bien payé, si on s'y sent mieux, que par exemple pour 50 € ou 100 € d'écart, d'aller dans une entreprise où on s'y sent pas bien. Les dirigeants essayent effectivement, mais pour moi c'est un leurre, de faire 3 petites activités à gauche à droite, de faire de la cohésion d'équipe en partant un week-end. Et au final, c'est juste pour se dorer le blason. Il y a des salles de sport, salles de repos, des stages de sophrologie, donc tout ça qui sont mis en place quand même pour être bien au travail. J'ai l'impression qu'on va vers du mieux, ou en tout cas que c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en compte. Je me dis que rien que le café gratuit, choses comme ça, déjà il y a 30 ans ou 20 ans, c'était pas du tout comme ça. Donc déjà, des petites choses, ça fait, pour moi, c'est des grandes choses, quoi. La notion de qualité de vie au travail est apparue en France dans les années 2010. Est-ce que vous pouvez nous déjà définir ce que c'est la QVCT ? Oui, comme vous le dites, c'est plus tout à fait nouveau, mais quand on parle de l'histoire des entreprises, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, 2010 avec et surtout l'accord national interprofessionnel en 2013. Et comme vous le disiez, on parlait à l'époque de qualité de vie au travail, et il y a eu donc une nouvelle négociation d'accord en 2020 pour bien intégrer en fait la notion de conditions de travail. Et c'est comme ça que QVT s'est vu enrichir donc du C de conditions de travail. Donc on parle de la qualité de vie et des conditions de travail, et on ne parle pas en fait de la qualité de vie au travail. Donc ça a permis donc de recentrer vraiment la définition première de la QVCT, qui est en fait de travailler le travail avec ceux qui le font. La définition dans l'accord national interprofessionnel, c'est une perception individuelle et collective. Et c'est bien aussi en fait cette notion de collectif qui est importante et qui autour de laquelle en fait les entreprises vont pouvoir conduire des actions, mais des actions collectives au service de l'amélioration des conditions de travail, mais aussi au service du coût de la performance de l'entreprise. Ah oui, ça on va en parler. Je voulais vous faire écouter un petit extrait pour vous demander justement est-ce que c'est ça la QVCT ?
Alors, ça vous dit de nous rejoindre? Les conditions de travail, bien sûr, je vais vous en parler. On a mis le paquet sur la QVT. Vous savez, la qualité de vie au travail. On a baby food, corbeille de fruits, évidemment des couverts en bambou. Ah, bah oui, what else? On a une bulle à sieste. Ah, très important, ça. Et puis, bah oui, on favorise le télétravail, bien sûr, puisque de toute façon, il n'y a pas assez de place dans le bureau, dans le forum. On dit pas bureau, forum. Et puis, on organise des after-work tous les jeudis soirs, évidemment. Alors, vous avez envie de répondre? Bah, évidemment, c'est de l'humour. Hein. C'est l'humoriste Michel Combes qui se moque justement des entreprises qui mettent en place certaines mesures pour améliorer entre grosses guillemets les conditions de travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on appelle ça un petit peu du QVCT washing, un peu comme le greenwashing, hein, ces entreprises qui soi-disant vont faire du vert mais qui n'interviennent pas sur la réduction de leurs déchets ou de leur consommation. Voilà. Donc nous on appelle ça comme ça. Après, moi je trouve ça intéressant de pouvoir proposer aux salariés des corbeilles de fruits, un baby food, des cours de yoga ou des massages s'ils sont contents de ce service-là. Mais effectivement, la QVCT, c'est les conditions de travail, c'est travailler les conditions de travail et pas en fait les à côté. Oui, donc ça c'est un petit peu, c'est ça qui fait qu'on peut penser aussi que le terme QVCT est galvaudé, quoi, qu'il veut plus rien dire, qu'il est vidé de sa substance. Oui, et ce qu'on arrive à faire comprendre aux entreprises qu'on accompagne, c'est que elles sont pas obligées de mettre ce qu'elles font, de ce qu'elles se disent, elles, de faire de la QVCT, mais on les accompagne à vraiment, du coup, introduire la notion de conditions de travail dans leurs actions de QVCT. Et alors, concrètement, c'est quoi, alors, la QVCT? Concrètement, la QVCT, c'est mobiliser, en fait, son collectif, ses collaborateurs, autour du projet de l'entreprise et de travailler avec eux les bonnes conditions de réalisation du travail dans toutes leurs dimensions, bien entendu. Donc, il y a la dimension environnementale, environnement du travail, le bureau, le siège, qu'est-ce qu'elle disait, le forum, là. Oui, ça c'est les mots. Par exemple. Mais il y a aussi, en fait, les relations au travail. Donc, entre collègues, mais aussi, je vous parlais tout à l'heure de la relation sociale. Donc, il y a aussi la qualité du dialogue social. Il y a aussi les relations avec les bénéficiaires, le client, les prestataires. Il y a aussi les conditions vraiment de réalisation de l'activité, que ce soit une activité plus manuelle, artisanale, industrielle, ou une activité de service, ou une activité plus intellectuelle. Et concrètement, en fait, il s'agit de discuter avec ceux qui font le travail. Donc la discussion sur le travail, c'est un des cœurs en fait de l'animation de la qualité de vie et des conditions de travail. Discuter avec eux de leurs conditions de réalisation et voir en fait ce qui peut être mobilisé ou qu'est-ce qui n'est pas mobilisé. Et en ça, en fait, ça rejoint un peu la démarche de prévention des risques psychosociaux, où on est sur une bascule dans le travail entre mes ressources et mes contraintes pour bien faire mon travail. Et l'enjeu pour chacun, en fait, c'est de faire correctement son travail. Donc, ce qu'il faut, en fait, nous on a des outils maintenant depuis que l'ANACT avait été missionné pour outiller les entreprises autour, en fait, de cette notion de qualité de vie et des conditions de travail. On a un petit modèle qui s'appelle l'espace de discussion autour du travail bien fait. Et par exemple, voilà, on a aussi l'espace de discussion autour de ce qu'on appelle les situations problèmes, où là, effectivement, on va traiter tous les irritants du travail. Mais on les traite avec ceux qui font le travail. On est plus, c'est-à-dire que la QVCT, elle va accompagner les entreprises vers un autre mode de management, où il y a aussi beaucoup d'autonomie, de la capacité d'action qui est donnée à ceux qui font le travail, parce que c'est eux qui en parlent le mieux, mais c'est eux qui le font le mieux leur travail. C'est pas l'encadrement ou un autre collègue qui a d'autres compétences. Donc chacun est à sa place et collectivement il faut mobiliser toutes ces compétences.
Justement, j'allais vous demander quels sont les acteurs de la QVCT. On pourrait très bien dire que ça doit venir d'en haut. Est-ce que ça ne doit que venir d'en haut ou est-ce que c'est aussi un mouvement un sujet qui doit être pris en main aussi par chaque collaborateur ? Alors, je dirais que c'est un sujet qui doit être pris en main par chaque collaborateur puisque chacun, en fait, est acteur de la qualité de vie et des conditions de travail dans l'entreprise. Mais par contre, le premier acteur, c'est quand même le dirigeant, le chef d'entreprise, parce qu'il faut qu'il impulse cette volonté-là. Et pas simplement dans le discours, mais aussi en fait dans la posture. Quand on dit que la QVCT, c'est donner une marge d'expression du travail par ceux qui font le travail, il faut les créer, ces espaces de discussion. Donc il faut les institutionnaliser. Il y a beaucoup d'espaces plus ou moins formels, comme des réunions de service par exemple, où là, c'est des moments où c'est un temps descendant et il en faut. On a des espaces informels à la machine à café. C'est très intéressant d'entendre ce qui se raconte à la machine à café. C'est très révélateur des conditions de travail. Mais voilà, donc c'est pas suffisant. Une entreprise, ça veut dire oui, non, mais ils ont le droit de s'exprimer. Oui, mais dans l'espace de discussion, on travaille le travail ensemble. Voilà. Et on se pose la question de la condition de réalisation du travail, parce qu'on a une mission qui est prescrite. On a le résultat du travail qui peut être évalué sur des indicateurs de qualité, par exemple de qualité de service, la satisfaction client. Mais entre les deux, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui s'anime et qu'est-ce qui va permettre aux salariés de rester en santé au travail ou qui va faire au contraire que le travail n'est plus un facteur de santé alors que ce doit être un facteur d'épanouissement, de santé. Et on rentre aussi dans d'autres thématiques comme le maintien en emploi sur les seniors, mais ça reste encore plus vrai aujourd'hui avec l'allongement de la vie au travail par exemple. Voilà. Donc ça, ce sont des exemples. C'est vraiment voilà, il y a deux outils. C'est vraiment ça. C'est la capacité d'expression du travail qui est donnée aux salariés. Donc ça, c'est de la responsabilité de l'employeur. C'est à lui de l'incarner, de l'impulser, de l'animer. Et bien entendu, en fait, après, aux travailleurs aussi de jouer le jeu de ça. Voilà. Mais on se rend compte que spontanément, en fait, ça marche, quoi. Oui, parce qu'on sait que ça roule tout seul dans les entreprises, au niveau des équipes. Bien sûr. Les collaborateurs ont eux-mêmes envie de bien faire et bien faire leur travail. Et donc, forcément, si on leur offre cette possibilité de communiquer, j'imagine qu'elle est prise au sérieux, quoi. Oui, moi j'ai rencontré beaucoup de collaborateurs qui disaient enfin, on va pouvoir parler de notre travail, de la réalisation de notre travail sur notre lieu et dans nos temps de travail. Et donc il y a un troisième acteur aussi important dans l'entreprise quand il existe, ce sont les représentants du personnel. Oui, bien sûr. Donc les élus, qu'ils soient d'un syndicat ou pas. Donc eux, ils ont aussi leur rôle à jouer. Pour beaucoup, en fait, au niveau des instances, soit du CSE et dans les plus grandes entreprises, les commissions santé sécurité, enfin les formations santé sécurité conditions de travail. Donc c'est eux qui demandent à ce que l'entreprise mette en place des démarches qualité de vie au travail. Si un chef d'entreprise là nous écoute et qu'on devait lui donner des conseils concrets, par où commencer pour améliorer la QVCT dans son entreprise? On l'a dit, forcément, oui, la création d'un dialogue, évidemment, mais il y a pas tout ça. La création d'un dialogue, effectivement, donc comme on va le redire, mais c'est important, c'est de donner cette capacité d'action sur le travail à ceux qui font le travail, donc des marges de manœuvre, une certaine autonomie, un droit à l'erreur. L'autre outil, en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est expérimentons le travail. À un moment donné, comment on décide ensemble de faire autrement, mais toujours pour faire mieux, parce qu'on est fait comme ça. On n'est pas fait pour faire du mauvais travail et on est fait pour essayer de faire le travail de la meilleure qualité possible, mais pas à n'importe quel prix pour soi. Et j'ai envie de dire à ce dirigeant, en fait, de rester pragmatique, de commencer par un petit bout. C'est pas la QVCT ou une démarche QVCT, c'est pas quelque chose forcément grand, lourd. Bien entendu, ça peut le sembler quand on se dit il faut que je négocie un accord QVCT avec mes représentants du personnel. Voilà, je vais rentrer dans un temps de négociation. Mais si on se ressente vraiment sur le travail et qu'il suffit juste à un moment donné d'agir avec les équipes pour donner une petite transformation du travail,
mais qui est choisi par les équipes. Des fois, il suffit juste la petite chose au bon endroit, au bon moment. Et donc, c'est pas forcément... Moi, je peux vous donner un exemple, si vous souhaitez. Oui, carrément. J'ai récemment accompagné un service, en fait, dans un centre hospitalier. Et donc c'est la cadre de santé qui portait la démarche, avec le soutien bien sûr derrière de représentants du personnel et puis de sa direction. En termes de méthodo, on a commencé par partager ensemble la définition de la QVCT, que chacun y mette bien la même chose. Bon, après, c'est compliqué de travailler ensemble. Et puis, ensuite, on leur a donné un outil pour qu'ils construisent leur état des lieux, mais en équipe. Et à partir de ça, ils ont défini, mais il y en a pas eu pour 2 semaines à faire l'état des lieux. Et ensuite, en équipe, ils ont décidé de ce qui allait être prioritaire. Et autour de ces priorités, l'équipe a décidé de qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire autrement. Et donc, ils ont transformé légèrement les visites en chambre des médecins, et ils les ont fait 2 fois par semaine en binôme avec l'infirmier. D'accord. Ils étaient partis du constat, et c'est souvent comme ça quand on interroge les travailleurs sur leur travail, ils répondent sur la qualité du travail réalisé. Ils ont dit, on a un souci avec les patients parce qu'il y a une confusion, et même avec les familles, ils savent plus pas trop qui est le médecin, qui est l'infirmier. Et donc ils ont mis en place ces visites en binôme, mais ils les ont pas fait tous les jours en binôme. Ils les ont fait que 2 fois par semaine. Ils l'ont fait que pendant 2 semaines. Et les équipes, en fait, en termes d'évaluation, je pensais qu'elles allaient dire pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé avant. Mais ils ont dit au bout de 2 semaines, on a l'impression qu'on a toujours travaillé comme ça. Parce que c'est eux qui ont construit vraiment cette transformation. Ouais, ça venait et le gain, il est énorme dans la qualité des transmissions, dans la qualité de la prise en charge. La qualité de la prise en charge a été améliorée. Et les réunions de transmission ont été réduites à je crois qu'elle a gagné presque 45 minutes, voire peut-être 45 minutes par semaine au minimum. Et ça, ces 45 minutes là, c'est du temps qui peut être réinvesti dans la relation avec la famille, dans la relation avec le patient, dans un nouveau petit projet d'équipe. Oui, mais c'était pas grand-chose, juste. Mais par contre, voilà, quand on questionne le salarié, lui, il a toujours des bonnes idées pour améliorer son travail. Oui, complètement. Et puis après, j'imagine que une fois qu'on a mis en place certaines initiatives, après, on a aussi des périodes de réajustement en fonction des retours terrain. Oui, c'est ce que nous on appelle du coup l'expérimentation. D'accord. C'est le mode essai-erreur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas, on arrête de fonctionner comme on fonctionne encore beaucoup. Mais c'est comme ça, c'est l'histoire des entreprises, c'est l'histoire du management aujourd'hui, de faire un groupe de travail qui va décider que tout le monde va travailler comme ça, qu'il y a eu de la concertation bien sûr, parce que le projet il a été proposé, il a été voté, mais il était déjà décidé. Il y avait pas de marge de réajustement. Après, il y a des évaluations. Mais là, donc, c'est vraiment transformer le travail tout en le faisant et ensemble. Et vous avez aussi d'autres outils, d'autres méthodes que vous mettez en place dans vos accompagnements ? Alors, on a un autre outil qui fonctionne très, très bien. C'est le Vie ma vie. Ou le Vie mon travail. Donc ça, c'est un outil qui fonctionne bien quand on est en face de différents collectifs de travail qui ne s'entendent pas bien. Mais ils s'entendent pas bien parce que en fait ils ont une mauvaise connaissance en fait du travail de l'autre et de sa contrainte. Et ça a toujours été très très riche parce qu'après des Vie mon travail. Les gens se disent mais oui mais là moi du coup je peux t'aider mais tu sais j'ai telle info ça veut dire qu'il faut que je te la donne mais je savais pas que c'était aussi compliqué pour toi. Moi je me souviens c'était une aide-soignante qui avait fait un Vie mon travail avec son infirmière coordinatrice. Et et même quand on fait Vie mon travail avec son collègue du bureau d'à côté, on apprend des choses. À chaque fois, les gens ils disent mais je pensais connaître le travail de mon collègue, mais parce que ce qu'il disait, il disait même pas ça, il disait c'est fou, on travaille tous les jours ensemble et je connaissais pas son travail. Et donc cette aide-soignante, en fait, elle avait une vision comme ça vis-à-vis de l'infirmière, de sa responsable, où elle avait l'impression que sa responsable ne travaillait que quand elle la voyait.
D'accord. Il y a en fait, le Vie mon travail, il permet de rendre aussi visible le travail invisible aux yeux des autres. Et ça permet aussi de faire un zoom sur vraiment la plus-value de chacun, hein, dans toute la chaîne de tout le processus de production, hein, quel que soit le service que l'entreprise offre. Et donc, en fait, cette infirmière, cette aide-soignante, elle s'est rendue compte que sa hiérarchie, qu'elle était débordée, qu'elle gérait plein de trucs, et surtout qu'elle gérait aussi des choses, finalement, elle avait considéré que... Elle l'a exprimé comme ça, elle dit, maintenant que j'ai fait le Vie mon travail, je vais arrêter d'aller systématiquement la voir quand j'ai un problème. Je vais d'abord essayer de résoudre mon problème, et j'irai la voir si je n'y arrive pas. Et là, ce qu'elle a dit, après l'avoir fait quelque temps, là c'est pareil, ça dure pas forcément longtemps, hein. Elle s'est rendue compte qu'elle était en capacité de régler des problèmes, qu'elle avait cette capacité d'action, cette autonomie, qu'elle ne s'autorisait pas. Mais on peut rencontrer des organisations qui ne l'autorisent pas forcément. Et c'est pas un jugement, c'est juste un constat. C'est parce qu'aujourd'hui ça fonctionne comme ça. Et donc, ça lui a même donné l'envie, en fait, de reprendre des études et pour devenir infirmière. Ah, c'est intéressant. C'est pour dire, hein, comme ça peut être valorisant, ouais, c'est stimulant. C'est Isabelle Barthes qu'on a interviewée dans un épisode précédent, qui a écrit un livre qui s'appelle La kakistocratie, où elle explique que beaucoup de collaborateurs, beaucoup de salariés estiment que leur supérieur direct est incompétent. Et plus incompétent qu'eux, en fait. Et c'est intéressant, justement, les Vie ma vie, parce que ça va permettre de montrer tout ce que vous appeliez le travail invisible, tout ce que ces personnes font. C'est prise de responsabilité, ce management qui est pas forcément quantifiable et qui pourtant reste nécessaire dans le cadre d'une entreprise, quoi. Ouais, c'est... Après, j'ai envie de dire, on est tous incompétents sur quelque chose, hein, parce que chacun son métier. Bien sûr. Hein, donc, on en parlait un petit peu au début de cet épisode, la question de la performance dans une entreprise, d'ailleurs qu'elle soit publique ou privée, ça reste un sujet. À un moment, la question des coûts se pose forcément. Est-ce que la QVCT est compatible avec la performance d'une entreprise? Alors, elle est complètement, et elle est au service de la performance, mais ce qu'on va appeler la performance globale. C'est-à-dire que c'est à la fois la performance technique, la qualité du travail qui est réalisé, la performance sociale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, les travailleurs, ils vont être contents de travailler parce que ils vont faire un bon travail, ils ont les moyens de faire un bon travail, ils ont la possibilité de développer des compétences, il y a des leviers de reconnaissance qui sont activés, ne serait-ce que donner de l'autonomie, de la capacité d'action sur son travail, c'est un levier de reconnaissance. Donc la performance technique, la performance sociale et la performance économique. Donc l'équilibre, quel que soit son modèle économique, hein, en tout cas son équilibre financier. Et en fait, en quoi c'est au service, du coup, la QVCT de cette performance-là? C'est que quand un travailleur fait un acte au travail, il engage ces 3 dimensions. Il veut pas faire un travail de mauvaise qualité. Il veut pas se faire mal. À un moment donné, s'il considère qu'il apprend plus rien dans son travail, il sent qu'il manque quelque chose. Donc, c'est pour ça que les entretiens annuels, par exemple, existent. Et c'est pour ça aussi, j'ai envie de dire aux chefs d'entreprise qui nous écoutent qu'il fait déjà de la qualité de vie au travail, de la qualité de vie et des conditions de travail, sans le savoir. Voilà. Il faut juste savoir effectivement ce qu'on fait déjà dans l'entreprise et où est-ce que ça pointe un petit peu dans l'ensemble des champs de la qualité de vie et des conditions de travail. Et donc troisième levier de performance, le travailleur, en fait, il veut faire son travail sans faire de gâchis de matériel, de gâchis de produits. Et même donc de temps, en fait, j'imagine. et de temps aussi. Donc il active bien dans chaque acte. Chaque fois, c'est un compromis. Voilà. Et c'est une bonne combinatoire. Et le salarié, lui, il tient bien ces 3 leviers de performance. En fait, en vous écoutant, on se dit, mais c'est évident qu'une entreprise doit et prend d'ailleurs déjà un petit peu en considération ces sujets de QVCT. À ce moment-là, si c'est si évident, pourquoi est-ce qu'il a quand même fallu que l'État, que le ministère mette des lois, qu'on incite et qu'on communique pour faire en sorte que les entreprises prennent ce sujet au sérieux?
Oui, alors c'est en fait l'histoire de la notion de la définition de la qualité de vie et des conditions de travail. Elle vient de l'histoire de la prévention des risques psychosociaux principalement. Et dans une démarche de prévention des risques professionnels, on a 3 niveaux d'action de prévention en fonction de comment est-ce qu'elles agissent sur le risque ou sur le danger. On a la prévention tertiaire, on va dire, donc la dernière, qui va soigner une blessure. Donc, voilà. Dans une industrie, dans un atelier par exemple, c'est les postes d'urgence, c'est la trousse de premier secours. Si on parle de risques psychosociaux, ça peut être une proposition de consultation de psychologue qui est proposée à des salariés. On a beaucoup d'entreprises qui font ça aussi. Donc ça, c'est de la tertiaire. Il y a de la secondaire, c'est comment est-ce qu'en fait on équipe et on forme le travailleur à se protéger du risque. Et la prévention primaire, en fait, qui est la suppression du risque. Et toutes les actions de prévention primaire, en fait, elles sont dans l'organisation du travail. Donc, comment on va faire si, par exemple, en fait, on a identifié qu'il y a des relations professionnelles dégradées. Voilà. Donc, quand on passe notre journée dans une relation qui est dégradée, alors que ce soit en interne avec des collègues ou un autre service, ou en relation avec un client. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour remettre en fait du smile, j'ai envie de dire, aux équipes. Voilà. Donc ça c'est un exemple. Mais au départ, voilà, la QVCT, elle est vraiment venue de là, et elle a aussi poussé à faire le lien avec la performance de l'entreprise. Parce que des entreprises en fait qui sont un peu engluées dans un certain nombre de risques psychosociaux dont elles n'arrivent pas à s'en sortir, ce sont des entreprises en fait où le résultat du travail est dégradé, les gens sont en arrêt de travail, il y a de l'absentéisme, il y a du turnover, et du coup des coûts, c'est forcément des coûts pour l'entreprise. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Moi je voulais vous parler un peu des nouvelles générations. Je dis nouvelles générations, je veux plutôt dire même le monde du travail change, les attentes des collaborateurs évoluent. On va parler de la génération Z, la Gen Z, parce que c'est un petit peu c'est un exemple très parlant en effet des nouvelles attentes des collaborateurs. Je voulais vous faire écouter quelque chose et puis après j'ai des questions à ce sujet. J'en peux plus. Oh bichette, encore la Gen Z. Elle a démissionné vendredi en vidéo sur TikTok. Sur TikTok? Et là, lundi matin, elle a réalisé qu'elle avait plus de sous. Ah, parce qu'elle a démissionné sans rien derrière. Elle est revenue au bureau ce matin en disant qu'elle avait changé d'avis comme si de rien n'était. Ah bah, j'espère que tu lui as dit d'aller bien se faire... Ouais, je lui ai dit... Non, parce qu'elle s'est exportée en PDF. Bon voilà, c'est une humoriste qui s'appelle Adeline Corporate sur les réseaux sociaux. Elle fait beaucoup de vidéos où elle se moque de la génération, de la génération Z. En fait, elle dit que dans les entreprises, on a besoin de ces nouvelles générations qui savent faire énormément de choses, qui sont nées avec Internet. Mais que en même temps, ce sont des générations c'est une génération qui est capable de démissionner comme ça parce que il y a ce qu'on appelle un red flag, un drapeau rouge, quelque chose qui est considéré comme inadmissible. Où en fait aujourd'hui, les nouvelles générations ne laissent rien passer aux entreprises. Qu'est-ce que vous voyez vous sur le terrain? Nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que effectivement, le rapport au travail des salariés, enfin des agents, enfin des employés, n'est pas le même que ceux d'avant. Mais je pense que la démarche et la qualité de vie, les conditions de travail, elle est au service de toutes les générations. Oui, bien sûr. Parce que quand on parle de l'angle, donc il y a 6 sujets. On a regroupé en fait la démarche autour de 6 sujets. Donc l'engagement, les conditions de travail. Donc là où on va retrouver toute la partie, conditions de travail. La partie santé sécurité au travail, on va retrouver toutes les actions de prévention des risques professionnels. Donc la prévention professionnelle, c'est un angle de la QVCT, mais en fait il y a aussi l'angle égalité professionnelle, qui est là aussi une obligation de négociation, et l'angle conciliation vie privée vie professionnelle.
Hein. Donc, on a eu l'occasion d'en parler un peu en préparant ce podcast. Effectivement, moi, j'ai envie de dire, c'est les besoins de chacune des générations aujourd'hui ne sont pas celles d'hier. Aujourd'hui, on n'est plus. Alors, à une époque, vous savez, il y avait les accords seniors. Hein, c'était déjà. C'est au service de la QVCT. Enfin, ça, c'est aussi de la QVCT. C'est comment est-ce qu'on va accompagner en fait le salarié vieillissant pour garder quand même la compétence. Hein, et éviter la perte de compétences. Aujourd'hui, les salariés qui sont sur après 50, entre 50 et jusqu'à peut-être 64 demain, ce sont des salariés qui sont aidants familiaux en fait pour leurs parents, parce que leurs parents les ont eu plus tard et on leur demande en plus de travailler plus longtemps. Donc voilà, donc c'est je pense que moi je connais moins les jeunes générations, mais voilà, c'est juste pour donner un exemple que je pense qu'à chaque génération en fait ses autres préoccupations de la vie, et il faut pouvoir concilier ça avec le maintien dans l'emploi. Ouais. En fait, c'est vrai qu'en plus, il y a le confinement ou la période du Covid qui est passée par là et qui a aussi remis un petit peu la QVCT sur le devant de la scène. En parlant du confinement, on parle là, vous le disiez, les seniors qui se retrouvent dans une entreprise, j'entends, qui se retrouvent à être aidants de leurs propres parents, donc concilier 2 vies, 3 vies, avec la vie privée aussi ensuite. On parlait aussi des plus jeunes générations, les jeunes parents. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place dans certaines entreprises, en tout cas, pour permettre aux jeunes parents de concilier cette bousculement parental avec leur travail. Et c'est vrai que les entreprises, peut-être, ça reste une minorité d'entreprises, je pense, qui trouvent un équilibre entre être vraiment, accompagner, en tout cas, les jeunes parents et puis les aidants dans leur rôle autre, tout en leur permettant d'être présents dans leur entreprise et de travailler au mieux, quoi. Oui, ainsi que aussi d'autres salariés qui pourraient avoir un accident de santé, une maladie chronique évolutive. Oui, les personnes en situation de handicap dans les entreprises. On a fait un sujet aussi, un épisode aussi sur le sujet. Alors, tout l'enjeu quand même, hein, c'est d'éviter de sortir les gens de l'entreprise, hein, parce que nous on appelle ça, on a un angle de nos priorités en fait, hein, et qui structure notre travail. Hein, c'est l'angle travail facteur de santé. Et on ne peut que le constater, hein, les gens qui sortent de l'emploi et qui s'en éloignent pendant longtemps, c'est difficile de les remettre un petit peu sur les rails de l'entreprise. Oui, et puis du coup c'est des personnes qui ont aussi par ailleurs du coup des problèmes de santé encore plus compliqués. Donc le travail facteur de santé, c'est vraiment un de nos enjeux. Voilà. Puis vous parliez du confinement, enfin en tout cas moi on pourrait peut-être revenir sur la crise sanitaire qui a été un vrai bouleversement, hein, pour les organisations, pour les travailleurs, pour les dirigeants, pour tout le monde dans les entreprises. Mais c'est à ce moment-là en fait qu'on a pu voir la capacité d'action que les salariés ont sur leur travail. C'est vrai. Parce qu'il y avait tout un tas de repères présents dans l'entreprise qui n'étaient plus là, plus la forte angoisse aussi du virus. Hein. Et les gens, ils ont continué à faire le travail. Oui. Ils ont imaginé. J'avais rencontré c'était un IME. Les équipes, comme les enfants ne pouvaient plus venir à l'IME, ils étaient à domicile. Les équipes avaient développé un service. Ils avaient pris l'initiative de développer un service de visite des enfants à domicile. Ils sont capables de ça, quoi. C'est ça. Quand ils sont ensemble et qu'ils travaillent ensemble. C'est intéressant. C'est à quel point on a été finalement divisés. On n'était plus ensemble pendant le confinement. Et puis malgré tout, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place. Et puis d'ailleurs aussi pendant le confinement, il y a eu beaucoup de burn-out des suites du confinement parce que beaucoup de personnes qui ont presque trop travaillé pendant le confinement aussi. Il y a eu ces difficultés d'équilibre. Oui, il y a eu des difficultés d'équilibre. Hein. C'est pour ça peut-être aussi c'était compliqué, mais là aussi je pense pour tout le monde, hein, mais parce qu'effectivement ces familles qui se retrouvent avec les enfants qui faisaient l'école à la maison plus le travail à la maison. Je vais conclure du coup parce qu'on est à la fin de notre échange. Merci beaucoup.
Pour conclure, du coup, sur la qualité de vie et des conditions de travail, c'est pas une simple tendance. On le voit dans nos échanges, ça traverse énormément de thématiques sur l'engagement des collaborateurs, sur la performance d'une entreprise. Donc, ça reste une question centrale pour l'avenir du travail, celui d'aujourd'hui, mais le travail de demain, sur les populations au travail et évidemment sur nos entreprises et leur intégration dans nos sociétés. Le fait aussi qu'elles soient traversées par énormément de questions de société, on en parle beaucoup dans les épisodes de l'Accent. Alors que les attentes des collaborateurs évoluent et que les transitions à l'œuvre, donc le numérique, l'écologie, l'intelligence artificielle, sont autant de défis que doivent relever les entreprises, il est impératif pour ces entreprises de repenser leurs pratiques managériales, de favoriser un environnement de travail où chacun se sent utile, écouté, on en a parlé, recréer du lien, créer de la communication pour que le travail reste un facteur de santé et non pas de destruction de la santé. Merci beaucoup Pascal. Merci à vous. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.